Bonjour à tous et bienvenue dans l'Élysée 2012, le duel de l'écho. On retrouve comme chaque semaine Philippe Magnère, bonjour, président de Footprint Consultant et chroniqueur à l'Express. Avec nous également Bernard Maris, bonjour, professeur à Paris 8, chroniqueur à France Inter et à Charlie Hebdo. Alors la France en déni, telle est la une du magazine The Economist de cette semaine, avec en sous-titre, je cite, l'élection la plus frivole de l'Occident. Voilà le jugement que le magazine britannique porte sur la campagne présidentielle française. Alors, est-ce du French bashing ou y a-t-il une part de vérité? Les candidats berceraient-ils les Français d'illusions et refuseraient-ils le principe de réalité? On écoute quelques réactions, on se retrouve ensuite. Mais comment se fait-il que la France, qui est exposée plus que d'autres aux difficultés, qui se trouve devant une muraille de difficultés à affronter, comment se fait-il qu'en France, les deux candidats principaux ne disent pas un mot de ces difficultés-là? Ils parlent, c'est le titre de ces grands journaux, de déni de réalité, et ils parlent de campagne frivole. L'effort est un optimisme, l'effort est un espoir. La volonté de voir les choses et de prendre les mesures qui s'imposent et que de toute façon nous devrons prendre, et plus ça attendra, et pire ce sera. La France, depuis le deuxième trimestre 2009, est le seul pays, pas d'Europe, occidental, à n'avoir connu aucun trimestre de récession. La France a sauvé son régime de retraite, ce qui m'a permis de ne pas baisser les retraites. Monsieur Hollande, au début de la campagne, est allé voir Monsieur Zapatero, le présentant comme le grand exemple. En Espagne, les salaires ont diminué, les retraites ont été diminuées. Est-ce qu'on veut, pour la France, la situation de la Grèce ou de l'Espagne? Que ce sera à partir de la fin du mois de juin, l'Assemblée nationale ayant été renouvelée, que je pourrai engager 3 réformes. La réforme de nos finances publiques, la loi de programmation pour rétablir l'équilibre des comptes à la fin 2017, la réforme fiscale, indispensable pour la justice et pour avoir un certain nombre de recettes supplémentaires, et enfin la réforme bancaire, parce qu'elle est nécessaire si nous voulons accompagner le mouvement de reprise de l'économie. Alors Philippe, votre réaction quand vous écoutez ces hommes politiques, nos candidats, vous qui disiez d'ailleurs dans l'Express la semaine dernière qu'effectivement ils étaient dans ce déni de réalité, vous êtes d'accord plutôt avec The Economist? On n'est pas dans du French bashing. The Economist aime beaucoup taper sur la France, mais n'oubliez pas qu'il y a 5 ans, très naïvement à mon avis, ils avaient dans l'enthousiasme soutenu Nicolas Sarkozy, dont ils pensaient candidement qu'il allait révolutionner la France, la remettre d'aplomb, etc., ce qui était mal connaître Nicolas Sarkozy. Mais enfin, ils avaient été à l'époque, alors non pas dans le French bashing, mais dans l'adulation d'un candidat qui devait tout casser et nous montrer à quel point la France avait du potentiel si on faisait les réformes. Évidemment, les réformes ont été faites. La rupture. Les réformes ont été faites à 15 ou 20% de ce qui était nécessaire, ce qui était évidemment mon pronostic. Moi, à l'époque, j'étais en désaccord avec l'économiste. En l'occurrence, je suis absolument d'accord avec l'économiste. Moi, c'est à peu près ce que j'écris depuis 20 ans. C'est-à-dire que ce pays refuse absolument de regarder en face une réalité, c'est-à-dire qu'il distribue de l'argent qu'il n'a pas produit. Et le résultat, c'est l'impasse des finances publiques, c'est le déséquilibre du commerce extérieur, etc. Et de ce point de vue-là, l'économiste a raison, et François Bayrou, qui malheureusement a contribué assez largement quand il était aux affaires à l'impasse dans laquelle on est, ce qui le rend modérément crédible. Mais là, aujourd'hui, quand il dit que les deux principaux candidats n'abordent pas les vrais sujets, il a raison. C'est-à-dire qu'on est en train de nous amuser avec des fleurs des champs et des petits oiseaux, des mesurettes concernant des trucs qui sont d'une importance très secondaire, alors qu'il faut bien voir que dès la fin de l'élection législative, si on ne fait pas très vite des choses très rudes, ce pays va tout simplement disparaître. Que voulez-vous dire? Eh bien, il va falloir tailler très fortement dans la dépense, il va falloir remettre ce pays d'aplomb. Encore une fois, le sujet, le vrai, c'est la compétitivité. Nous ne sommes plus compétitifs, nous sommes plus chers que les Allemands, nous vendons tout plus cher que les Allemands, alors que nos produits sont moins désirables, pour résumer. Et par ailleurs, nous sommes un pays d'inégalité sociale terrible. Donc il faut traiter ces deux sujets-là. Aucun des deux n'est abordé par les grands candidats. Là-dessus, Bayrou a raison. Donc quand l'économiste dit qu'on est dans le déni de cette réalité, moi je ne peux pas lui donner tort, c'est un fait. Bernard. Moi, je me méfie des leçons de The Economist, qui est un journal quand même qui a une doctrine, on va dire, assez simple, assez primaire, très libérale, et puis mais du libéralisme de base, du libéralisme un petit peu imbécile. Comment ça, imbécile? C'est-à-dire du libéralisme primaire, du libéralisme de première année de sciences économiques. Bon, c'est plus compliqué que ça. C'est pas un journal assez professionnel. Oui, bien sûr, oui. Mais non, en revanche, ils sont extrêmement forts sur tout ce qui est statistiques, données, séries, etc. De ce côté-là, ils sont très très bons. Mais sur la doctrine, c'est vraiment la doctrine la plus primaire qui soit. Moi, quand je vois... Donc il y a déni de réalité ou pas en non, moi je crois pas. Moi, je crois que les deux candidats... Non, franchement, non. Moi, je crois pas du tout. Je crois que les deux candidats ont vu... D'ailleurs, ils veulent aller à l'équilibre. Vous êtes d'accord? Vous voulez un équilibre. Mais
veulent. À Mathusalem, c'est 2000. C'est 2012. Hollande, c'est 2017. Nicolas Sarkozy, c'est 2016. François Bayrou, 2015. Mais oui, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On taille dans le gras tout de suite, etc., pour tuer la croissance, pour aggraver le déséquilibre. Et on aggrave le déséquilibre. Et on se retrouve avec un problème comme l'Espagne. Il est arrivé très fort. Rajoy, il est arrivé, il a tout taillé, il est tout esquinté. Finalement, 2% de moins de croissance. Moins de 2% de croissance. Bravo. C'est malheureusement nécessaire. Mais si. Il n'est pas nécessaire de faire chuter la croissance si on veut rétablir le budget. Si vous voulez rééquilibrer le budget, il vaut mieux tabler sur une croissance plutôt modérée. Je trouve que l'histoire. Non, moi je suis assez d'accord avec Sarkozy, je suis désolé de le dire. Mais c'est vrai qu'il tout arrive. Il ne faut pas tuer la croissance si on veut rééquilibrer le budget, c'est ça. Il faut être prudent. Mais cette idée de grande rupture, de grande révolution, la flexibilité, fluidité du marché du travail, cela, on l'a vu 10 000 fois de tous les côtés, ça n'a jamais fonctionné. Je vais voir un petit point historique. En 1945, De Gaulle il a Mendes d'un côté, il faut tout tailler, rééquilibrer l'équilibre, etc. Il a Pleven de l'autre. Il choisit finalement de pas tout casser. Et la France part finalement vers les 30 Glorieuses. Donc il ne faut pas tout casser. C'est Laval qui avait tout cassé en 1934. On a changé de contexte historique, oui, Bernard. Un petit peu. Bien sûr qu'on a changé de contexte historique. Mais cette idée de vouloir tout révolutionner, tout casser, moi j'y crois pas. Je crois qu'un pays, surtout un pays comme la France, quoi. Non mais je crois que c'est un point central là, qu'on est en train d'aborder. Moi je ne crois pas qu'il faut tout révolutionner, tout casser. Je pense qu'il faut tout purger. Pour une raison simple. C'est pas que j'ai un goût particulier pour la purge. C'est que depuis 20 ans et a fortiori depuis 5 ou 6 ans par comparaison avec nos voisins, nous accumulons les bêtises. Et on ne peut pas vivre à crédit autant qu'on l'a fait. Vous avez dit quelque chose de très important. Quand par exemple je vois Nicolas Sarkozy dire on est le seul pays qui n'est pas rentré en récession. Honnêtement, qu'on ait fait moins 0, mais on s'en fiche. Qu'on fasse moins 0,2 ou plus 0,2, ça ne change rien pour les Français. Ce qui compte, c'est de savoir si on a un potentiel de croissance dans les années qui viennent, qui soit toujours à 0 plus quelque chose, ou qui soit à 2 ou 3%. Donc se battre pour ne pas passer en dessous de 0 pendant un trimestre, franchement, c'est ridicule, ça n'a pas d'intérêt, sauf un rendement électoral éventuel. On ne peut pas se vanter de ça. Ce qui compte, c'est où on en est sur le commerce extérieur, où on en est sur l'équilibre des finances publiques et où on en est sur le chômage. Le chômage, l'Allemagne qui a pris un certain nombre des mesures dont Bernard nous dit qu'elles ne sont pas bonnes, a à peu près 2 fois moins de chômeurs que nous. Les Pays-Bas et les Suisses, qui sont quand même des pays civilisés, on n'est pas dans l'Angleterre de Thatcher, ont un chômage plus de 2 fois inférieur au nôtre. Donc concrètement, Philippe, ça veut dire quoi? Baisser les coûts du travail? Comme les Allemands, ça veut dire... Tailler très vivement dans les dépenses publiques, y compris malheureusement, et ça va faire mal, dans des transferts sociaux. Nous finançons aujourd'hui à crédit une distribution générale de prébendes, parce qu'il y a des tas d'allocations qui sont parfaitement justifiées. Il y en a qui le sont beaucoup moins. On connaît tous des gens qui sont en train de jouer avec telle ou telle allocation. Tout ça doit absolument disparaître. Mais il faut aller plus loin. Il y a des tas de transferts qui sont mauvais. Il y a aussi du temps libre qu'on s'est distribué. C'est hallucinant. Je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui est en charge d'une collectivité locale. Les salariés ont 58 jours de congés par an et le taux d'absentéisme, le nombre de jours moyens d'absentéisme, c'est de 20 jours par an, 78 jours par an. Comment voulez-vous qu'on se batte? Je ne parle pas des Chinois. Nos concurrents, ce n'est pas les Chinois, c'est les Allemands, c'est les Italiens. Les Italiens qui réforment, ils n'ont pas 78 jours à ne rien Mario faire. Monti devient justement l'exemple, et d'ailleurs ils se permettent de donner des leçons à la France, Mario Monti. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres du chômage, c'est assez proche, l'Italie et France sont assez proches. Alors l'Italie est légèrement en récession, la France légèrement en croissance. Ma thèse, c'est que tous les pays européens ont le même niveau de chômage, sauf que les Allemands, c'est du temps partiel. Ça se voit pas dans les chiffres, quand même. Bien sûr, ça se voit pas dans les chiffres, parce que les Allemands, c'est du temps partiel. L'Europe du Sud. Oui, bien sûr, mais l'histoire de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud est très très intéressante, parce que si vous regardez le poids de la consommation, c'est l'Europe du Sud. L'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, quels sont les bons élèves là qui commencent à m'énerver, moi. Les Pays-Bas qui commencent vraiment à m'agacer. Donc ils sont le tiers. La Suède. Ils sont le tiers de l'Europe. Le reste, c'est les 2 tiers. Donc, en fait, effectivement, les cocus d'Europe, c'est les 2 tiers qui achètent ce que produisent les autres. C'est absolument formidable. Donc, je pense qu'on veut être les Allemands tous. Les Espagnols veulent être les Allemands. Les Italiens veulent être les Allemands. Les Français veulent être les Allemands. Ça va leur faire très, très mal aux Allemands. Les Allemands ont gagné sur quelque chose. C'est qu'ils ont imposé la règle d'or. Tout le monde a dit, voilà, on veut être comme les Allemands, donc on va avoir l'équilibre budgétaire. Sauf qu'on n'a pas l'industrie, on n'a pas l'économie qui permet d'être comme les Allemands. C'est comme ça. J'y peux rien. Il ne tient qu'à nous, Bernard, d'avoir cette économie-là. On a perdu depuis quand? On l'a perdu depuis 83, l'industrie. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est les socialistes qui ont commencé. Donc, ça fait 30 ans. Ça se construit en combien de temps, une industrie?
En 2 ans? En 6 mois? Plus c'est long, plus il faut commencer vite. Bon, alors moi je veux bien qu'on commence, mais c'est certainement pas du futur président. Pas en taillant comme ça dans le gras dans les dépenses publiques en disant on va pas payer les chômeurs. C'est pas en disant on va pas payer les chômeurs qu'on va créer une industrie. Il n'y a pas un problème de dépenses pour vous, Bernard. Il n'y a pas un problème de dépenses pour vous. Et pour moi, par exemple, je pense qu'il ne faut surtout pas tailler dans la dépense publique. Si vous voulez avoir de la recherche, avoir de l'investissement, des brevets, de l'éducation, moi je pense qu'il faut au contraire reprendre à zéro l'enseignement des Français. Il faut que les Français soient plus des analphabètes. Ils sont des analphabètes en ce moment. C'est vrai. Donc c'est une question d'efficacité plus que de dépenses dans l'absolu. C'est-à-dire que l'école en France, malheureusement, est une école de reproduction sociale très inefficace. On en est d'accord, mais c'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. Si vous voulez, cette idée de on va faire un grand marché du travail libéral, tout libéraliser, tout va marcher, j'y crois pas trop. L'Allemagne est une industrie qui n'est pas libérale. C'est une industrie de co-gestion. C'est une industrie où les pouvoirs publics... Bernard, vous êtes en train de dire le contraire. Vous avez dit un instant. Moi, je plaide pas pour un système ultra-libéral. Je plaide pour effectivement qu'on se rapproche de ce que font les Allemands, les Suisses, les Néerlandais, qui, comme vous le dites, sont des pays qui sont relativement consensuels. Interventionnistes, pas autant que nous, parce que c'est presque pas possible. Mais qui ne dépensent pas plus qu'ils ne consomment. Qui nous ont imposé une zone euro qui nous tue. Moi, je suis vraiment persuadé que malheureusement, ça s'appelle pas la zone euro, ça s'appelle la zone marque. La zone euro, c'est les Français qui l'ont demandé, rappelez-vous. Mais ils sont idiots. On a eu tort. Ils sont idiots. Ils ont négocié ça contre la réunification de l'Allemagne. Ils ont eu tellement peur de la réunification de l'Allemagne. Pour revenir sur François Bayrou, lui, il parle justement de déni de réalité. Alors, est-ce qu'il est crédible ou pas, Philippe Manière? Après tout, ça devrait être votre candidat. Pourquoi? Parce que justement, il prône le déni de réalité, il dit qu'il faut baisser la dépense. Alors justement, j'allais y venir. C'est-à-dire que François Bayrou, on le suit depuis longtemps, c'est un génie tactique. C'est-à-dire qu'il va généralement là où il se dit qu'il y a personne qui formule une offre qui peut être rentable électoralement. Il n'a pas plus de conviction que la moyenne, pas beaucoup moins, donc j'ai pas de mépris pour lui. Mais si vous voulez, il va là où il pense que c'est le plus rentable. Si vous faites si vous suivez dans le temps. Donc il a dû identifier effectivement, peut-être à peu près au moment des économistes, un peu avant, peu importe, il a dû identifier le fait qu'un certain nombre de sujets n'étaient pas mis sur la table par les grands candidats, dont effectivement la dépense publique et la nécessité de faire des efforts. Il a raison quand il dit ça. Il a absolument raison. Mon problème, c'est que, encore une fois, on l'a vu aux affaires, s'il avait brillé par sa capacité à tailler dans la dépense publique, s'il avait plus résisté à l'administration que les autres, on s'en serait rendu compte. Voilà, donc peut-être il a peut-être fait son chemin de Damas, il y a des conversions spectaculaires. Moi, ça me fait sourire quand je le vois en parangon de la vertu budgétaire. Il perd en tout cas des places au profit de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, a un programme extrêmement dépensier pour le coup. Mais oui, c'est sûr que il ne sera pas élu, donc il peut avoir un programme dépensier. Effectivement, il peut faire toutes les promesses qu'il veut. Bien sûr. Mais Philippe, vous parlez des dépenses publiques sans cesse. La dépense publique, c'est la dépense sociale. Il faut dire la vérité. C'est principalement ça. C'est la dépense sociale. Et les salaires des fonctionnaires des collectivités locales qui ne servent pas à grand-chose en termes de croissance. Un fonctionnaire de l'éducation nationale est quelqu'un d'utile. Je ne sais pas si Monsieur Lévy, qui vient de prendre 16,7 millions d'euros de bonus pour ne pas partir, d'ailleurs, je crois qu'il partait, mais en plus c'est pour rester, je ne sais pas s'il est tellement utile. Je n'en sais rien. Ça se discute. C'est difficile de juger de l'utilité sociale de quelqu'un. Voilà, je pense que qu'un chercheur est utile, qui est mal payé, qui trouve des choses est utile, que je pense qu'un médecin est utile, je pense que des tas de gens sont utiles, je pense que les hôpitaux publics sont utiles. Donc lorsqu'on dit dépenses publiques, c'est dépenses sociales. Je veux bien qu'on rogne sur les chômeurs, sur ce qu'on donne aux chômeurs. Je veux sur les indemnisations de chômage. Je veux bien qu'on réduise... Les transferts sociaux en général. Mais moi, je veux bien qu'on dise aux Français, écoutez, après tout, vite, dépenses privées. C'est fini la Sécu. Vous allez voir s'ils vont être contents, les médecins, les pharmaciens, la recherche, etc. Mais Bernard, personne ne sera content si on fait ce qu'il faut faire. Il faut bien le savoir. Si on sort du déni, et c'est la raison pour laquelle on n'en sort pas, il y aura beaucoup de mécontents. Parce qu'on vit drogué et anesthésié. Quand vous vous réveillez et que ça fait mal, vous n'êtes pas content généralement. Donc ce dont il s'agit, c'est d'infliger du déplaisir. Et c'est la raison pour laquelle personne ne le dit. Ça, c'est une vision très libérale. C'est-à-dire que non, c'est sûr. Il voit effectivement l'économie comme une punition. Mais non, une punition si on a fait des bêtises, Bernard, pas tout le temps. Les gens sont mauvais, il faut les punir. Non, mais s'il y avait des cotisations sociales, il n'y aurait pas de déficit de la sécurité sociale. S'il n'y avait pas de chômage, il y aurait des cotisations sociales, il n'y aurait pas de déficit de la sécurité sociale. Donc on ne peut pas avec une baguette magique. Mais non, mais regardez le côté recette, regardez aussi le côté rentrée. Bon, donc ça n'est pas si simple, si on vous écoute tous les deux. Le déni de réalité, dit économiste, voilà, ça n'est pas si simple. Merci beaucoup en tout cas Bernard Maris, merci Philippe Manière, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.